Bonjour, bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurie. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, je suis Laurie Mathieu. Je suis coach professionnel certifiée et je suis spécialisée dans l'accompagnement des managers et des équipes en entreprise. Donc, j'ai créé ma société qui s'appelle Be Coached and Smile, donc sois coaché et souris, pour redonner le sourire via le coaching des individus et des équipes en entreprise. Donc, j'interviens vraiment spécifiquement dans les grands groupes parce que c'est de là d'où je viens. Et je travaille beaucoup sur la communication, la collaboration ou la place que chacun prend dans une équipe. On va en reparler dans le cadre de cette prise de poste parce que c'est un des sujets notamment. Et auparavant, moi, j'ai passé 15 ans au sein d'un grand groupe agroalimentaire mondial dans des fonctions marketing, commercial et communication corporate et RH. Donc, je connais bien ce monde-là des entreprises, ce qui en fait ma spécificité aussi aujourd'hui. Et ce qui m'anime, je dirais que c'est d'avoir un impact sur la relation humaine dans l'entreprise, globalement, à ma petite échelle, on va dire. Super, merci pour cette belle présentation. Est-ce que moi je t'ai invité aujourd'hui pour parler de la prise de poste, hein. Souvent, un bilan de compétences, un projet de reconversion, peut se terminer par une création d'entreprise, mais aussi très souvent par un nouveau poste en entreprise, très souvent aussi dans une autre entreprise. En quoi c'est un sujet important selon toi? Alors, la prise de poste, pour moi, elle est importante à deux niveaux. Elle est importante au niveau de l'individu, donc de celui qui va prendre ce poste, et de l'entreprise, donc celle qui, entre guillemets, a investi, a pris du temps de recrutement, parfois avec des cabinets, ou du temps même d'échange avec des managers et les équipes, d'un point de vue RH, pour accueillir une nouvelle personne dans une équipe. Et en fait, à ces deux niveaux, il y a des enjeux. Au niveau de l'individu, la prise de poste, elle est souvent source de multiples émotions, on y reviendra, mais à la fois de l'enthousiasme et de la joie, souvent, de commencer une nouvelle page de sa vie, alliée à un petit peu de stress, de pression, de questionnement, de doute, de tiens, c'est quand même une nouvelle page dans ma vie. Et d'un point de vue de l'entreprise, là où il y a un enjeu, c'est qu'il y a un chiffre qui est intéressant, c'est qu'il y a 25% des recrutements extérieurs qui se soldent par un échec. Ça signifie qu'il y a des RH et managers qui prennent énormément de temps, qui recrutent, qui font passer des entretiens et qu'il y a 25% des recrutements qui se terminent par un échec. Et très souvent, ces échecs ne sont pas liés à des compétences techniques. Très souvent, la personne, elle a bien des compétences techniques. C'est souvent lié à des enjeux de posture ou d'adaptation à la nouvelle culture d'entreprise, aux nouvelles méthodes managériales. Donc, pour moi, il y a vraiment ce double enjeu, à la fois pour l'individu et pour les services RH et les managers qui recrutent, de se dire, mine de rien, il ne suffit pas d'avoir juste checké un individu sur ses compétences techniques. Et bien sûr, il vérifie aussi les soft skills, c'est évidemment le cas dans les entreprises. Mais souvent, finalement, on lance un petit peu la personne dans ce nouvel environnement. On compte sur le manager de proximité, bien sûr, pour l'accompagner. Il y a aussi des parcours d'intégration. Mais néanmoins, se poser la question, si 25% des recrutements extérieurs se soldent par un échec, de comment on accompagne les prises de poste aussi d'un point de vue de l'entreprise. Donc, c'est pour ça que ça me paraît être un sujet important. Quelles sont les principales difficultés que l'individu, lui, va rencontrer lors de sa prise de poste? D'un point de vue de l'individu, finalement, moi, quand j'accompagne les gens, j'entends souvent les premiers mots, les premières demandes, c'est oh là là, je voudrais réussir ma première impression, je voudrais être au niveau des attentes qu'on a mis sur moi, sur ce nouveau poste, je voudrais arriver à comprendre mon équipe rapidement, mon manager rapidement. Et c'est bien ça, les premières difficultés, finalement, d'une prise de poste pour te répondre, Clarence. Et chronologiquement, il y a aussi un autre enjeu, c'est que finalement, quand on change d'entreprise, si on prend ce cas-là, c'est souvent par choix, pas toujours. Parfois, on peut aussi avoir vécu quelque chose de difficile qui fait qu'on a quitté l'entreprise. Parfois, on nous a aussi demandé de partir, hein, c'est une réalité. Et dans tous les cas, quitter son ancien job pour aller vers un nouveau poste, eh bien, il y a aussi cet enjeu de savoir faire le deuil ou savoir fermer la porte
ou savoir clôturer un chapitre de sa vie pour avancer vers un autre. Parfois, j'accueille des gens qui eh bien, ont encore peut-être un peu de colère, de frustration ou de tristesse d'être partis, ou des doutes, hein, évidemment. Donc, tout ça, ça se mêle dans les émotions et mine de rien, une prise de pause, ben, ça demande de l'énergie, ça demande vraiment d'être pleinement à l'écoute de l'environnement. Et donc, du coup, il faut aussi savoir faire le deuil, entre guillemets, ou fermer en tout cas notre chapitre de vie précédent pour arriver à prendre ce nouveau chapitre. Si je continue un peu chronologiquement, une fois que la personne arrive en poste, en tout cas ces premiers jours, ou peut-être juste avant les premiers jours, il y a quand même cette période de doute. C'est-à-dire, souvent, on se dit, ben, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis au niveau? Pas tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a des personnes qui peuvent se poser cette question. Donc, la difficulté là, c'est finalement de se redire, allez, je reprends confiance en moi pour aborder les premiers jours. Il y a souvent un pic de pression et de stress sur les premiers jours. Et puis, ben, quand on arrive dans l'entreprise, c'est effectivement les premières bonnes impressions, ben, c'est pas neutre. La première fois où je vais voir mon équipe, mon manager, mon même N+2, où je vais commencer peut-être aussi à dire des choses, à donner mon avis. Voilà, tout ça, ça fait partie des premières difficultés d'une prise de poste. Et tout ça sur un temps très court en général, ce qui accentue un petit peu les émotions. Une prise de poste, c'est sur une élection présidentielle, on va parler des 100 premiers jours. Est-ce qu'en entreprise, il y a cette même idée de durée ou c'est différent? Non, on parle de ça aussi en entreprise, on parle des 100 premiers jours. Je crois que c'est plus finalement 100 jours, on est aux alentours de 3 mois, qui correspond souvent à la période d'essai, mine de rien. C'est-à-dire que l'entreprise est finalement assez ouverte à laisser du temps à la personne pour prendre le pouls de son équipe, en tout cas, ou de l'environnement. Dans les faits, à la fois les individus se mettent une pression pour tout de suite donner des résultats rapidement. Et parfois aussi l'entreprise. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, maintenant que tu as vu la première réunion d'équipe, le premier, voilà, qu'est-ce que tu en penses? On est quand même dans cette société où on sait d'accélération, où on nous demande d'aller de plus en plus vite, donc de délivrer de plus en plus vite. Or, il est vrai que bah, les 100 jours, ils sont pas neutres. C'est pour ça qu'on parle de 100 jours. C'est pas juste, et en entreprise, et même pour un président. Je crois que ça date, je m'étais renseignée un petit peu sur d'où viennent ces 100 jours. Je crois que ça date vraiment de l'époque des rois. Enfin, il y a vraiment quelque chose autour des 100 jours. C'est pas neutre. Et finalement, c'est quand même nécessaire de prendre le temps, et on va y revenir parce que pour moi, ça va être dans mes conseils, de pas se précipiter et de pas vouloir performer tout de suite. Finalement, les individus se mettent énormément de pression sur une prise de poste. L'entreprise en met aussi, mais quelque part, notre environnement nous en met d'une certaine manière. Et comment on arrive finalement à freiner aussi et à se dire, OK, j'ai quand même, c'est normal, il me faut du temps pour prendre en compte ce nouvel environnement, ces nouvelles modalités, ces nouveaux processus, cette nouvelle culture autour de moi. Alors, comment s'y préparer au mieux, à la fois en termes de gestion du stress et de pression qu'on peut se mettre, et puis les bonnes pratiques à adopter si tu en as? Alors, comment s'y préparer au mieux? J'ai déjà envie de dire, ça m'a fait penser quand on prend l'avion à le brace normally. C'est vraiment, là, on se détend, on se pose. C'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un changement et une prise de poste. Ça veut dire que déjà, on a passé des étapes qui font qu'on a été recruté et que sur nos qualités, nos compétences, eh bien, on nous a sélectionnés. Donc déjà, d'arriver à se redire ces choses-là et de respirer normalement. Donc, je dirais, j'ai peut-être 4 conseils à partager ou 4 préparations que je partagerais. La première, c'est se préparer à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est essentiel d'arriver finalement à se dire, OK, je ferme la porte. C'est pour ça qu'on dit aussi quand on quitte un job ou une entreprise de faire un pot de départ. Ça fait partie d'un rituel pour fermer ce livre, cette page de notre vie. Et donc finalement, se préparer à un nouveau chapitre, ça peut être lister ce qu'on n'aura plus, parce que bah, on change, donc effectivement, on renonce. À quoi je renonce? Qu'est-ce que je n'aurai plus demain? Mais pour lister aussi ce que peut-être on a déjà réussi à gagner dans notre précédent poste, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant toute cette expérience, et se projeter vers, eh bien, et ce nouveau job, et cette nouvelle prise de poste, qu'est-ce qu'elle va me permettre? Donc, c'est finalement de se préparer à se dire, OK, je renonce à ça, j'ai gagné ça, et demain, je risque de pouvoir avoir tout ça que je n'ai pas aujourd'hui, de vraiment se projeter mentalement sur ce que cette prise de poste va me permettre. Donc, se préparer à fermer un nouveau chapitre pour en ouvrir un autre. Le deuxième conseil que j'ai qui va faire écho
à quelqu'un que tu as invité, Clarence, dans tes podcasts, qui est Justine de Positron, qui est de capitaliser sur ses forces et ses talents. On est dans un moment de prise de poste où on est souvent peut-être un peu moins serein, et bien de se reconnecter à ses talents issus de la psychologie positive, hein, vraiment de se dire, OK, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes ressources, et se reconnecter à ça, et bien ça aide à reprendre confiance. Pour ça, on peut utiliser différentes sources. Il y a la carte des forces, hein, dont Justine parle également dans le podcast que tu proposes, mais il y a aussi tout un tas de ressources, notamment un questionnaire en ligne que l'on peut remplir. Mais dans tous les cas, moi, mon conseil, c'est listez-vous vos forces et vos talents que vous avez pour vous reconnecter à vos ressources et vous redonner confiance. Le troisième conseil que j'ai, ça va être d'observer et de questionner quand vous prenez votre poste. C'est-à-dire, on n'est pas pressé. Il y a un moment donné, c'est normal d'arriver dans un environnement qu'on ne connaît pas. Et finalement, le principal, s'y préparer, ça va passer par se préparer à ne pas agir. On a l'habitude d'agir, on a l'habitude d'être dans l'action. Et pourtant, eh bien, se préparer à sa prise de poste, c'est se préparer à ne pas agir, à observer son environnement, à questionner comme si on était un enfant, qu'on entrait dans une nouvelle pièce, dans un nouvel environnement, dans un nouveau parc, peu importe, mais vraiment de s'empêcher finalement, et c'est pas simple, d'agir, de dire, de réagir, et plutôt d'être vraiment dans une phase d'observation. Donc c'est aussi une manière de s'y préparer. Et enfin, la quatrième préparation qu'on peut avoir, c'est aussi de se faire accompagner, évidemment. C'est pas grave hein, de se faire accompagner. On fait du coaching de prise de poste pour ça. Mais c'est aussi légitime que de pouvoir finalement prendre du recul et déposer auprès de quelqu'un le stress qu'on peut avoir avant sa prise de poste et pendant sa prise de poste. Est-ce que tu observes justement, toi, dans les personnes que tu accompagnes, des pièges assez fréquents dans lesquels il est facile de tomber? Est-ce qu'il y a des choses à éviter qui sont rédhibitoires? C'est une bonne question, la question des pièges à éviter. Je vais redire que le temps est un allié et que ne pas agir tout de suite et plutôt observer, pas de précipitation. Voilà. Et du coup, le piège, c'est tout de suite se positionner, réagir. Ça, c'est un des premiers pièges. Le deuxième piège, alors moi, là, je vais prendre pour quand j'étais dans des équipes et que je voyais des nouvelles personnes arriver. Ce qui est difficile quand on est dans l'équipe existante et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est la personne qui va donner des leçons tout de suite ou qui va se positionner en sauveur. Ah bah, avant, c'était pas bien, maintenant que je suis là, vous allez voir, tout va changer, tout va être mieux. Alors là, c'est la meilleure manière de se mettre finalement l'équipe ou les gens avec lesquels vous allez travailler à dos. Parce que là, c'est vraiment pas une posture de sauveur, qu'on va appeler la posture de sauveur, à prendre dans les premiers moments d'une prise de poste et de plutôt de respecter ce qui a été fait jusque-là. Nous, on le sait, on le dit beaucoup en tant que coach, de se dire si ça a été fait comme ça jusque-là, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est bien d'avoir cet œil critique, mais de prendre le temps d'analyser plutôt que de tout de suite juger. Donc, je dirais ne pas se positionner en sauveur, ne pas critiquer l'existant, ne pas juger trop vite. Et enfin, un dernier piège, l'avantage quand on arrive, c'est qu'on a un œil neuf, de fait. Donc, c'est bien de le garder, cet œil neuf. En tout cas, de noter ses observations. Quand vous arrivez dans une prise de poste, notez les observations que vous avez tous les jours. Parce qu'en fait, on les oublie. Ce regard neuf, il est vite rattrapé par, ben non, ici, on ne peut pas faire ça. Ben non, on a déjà essayé, ça ne marche pas. On est rattrapé par le système qui fonctionne comme il est. Et donc, un écueil à éviter, c'est d'oser quand même à un moment donné bousculer l'existant. C'est-à-dire une fois qu'on a pris le temps d'observer, de questionner, de se faire un jugement, on parle en entreprise du rapport d'étonnement qu'on peut avoir. D'ailleurs, au bout de 3 mois, c'est pas neutre, c'est à la fin des fameux 100 jours et de la période d'essai. Mais ce rapport d'étonnement, il sert aussi à commencer à poser des premières recommandations. Souvent, ces premières recommandations, elles peuvent être rattrapées par ah non, mais ça, vous n'êtes pas le premier à nous le dire ou la première à nous le dire ou ça, on a déjà essayé. Et c'est là où il va falloir un petit peu lutter pour ne pas tomber dans l'écueil, d'avoir tout de suite finalement les œillères qui se ferment et le système qui vous rattrape et d'oser parce que vous êtes là pour ça, vous avez été recruté pour ça, pour aussi donner du sang neuf. On parle de ça, hein, amener du sang neuf, bah, c'est pas rien, amener des idées nouvelles et donc de lutter aussi et de ne pas tomber dans l'écueil de ah, bah, j'ai proposé mais j'ai été rattrapé par le système, quoi. Donc c'est peut-être ça les choses à éviter que je partagerai. Peux-tu nous préciser ce que c'est que le rapport d'étonnement? Oui, le rapport d'étonnement, c'est pas toujours demandé, en tout cas officiellement.
Mais très souvent, dans les grandes entreprises, on nous demande au bout de 2 à 3 mois, souvent au bout de 3 mois, un rapport d'étonnement. C'est-à-dire, bah, ça fait 3 mois que je suis là. Hein. Qu'est-ce que j'ai observé? Qu'est-ce qui m'a étonné depuis mon arrivée? Donc, c'est qu'est-ce qui m'a étonné positivement? Et puis, qu'est-ce qui m'a étonné moins positivement? Souvent, ce rapport d'étonnement, il est plutôt informel et on en parle avec notre manager. Il y a sûrement des entreprises qui le font de manière formelle et parfois avec la RH. Mais très souvent, c'est plutôt je suis intéressée d'avoir ton rapport d'étonnement. On peut même avoir le N+2 hein, qui nous dit ça parce que forcément, et ça c'est super, ben, ils ont envie d'avoir la vision de quelqu'un qui arrive dans le système et qui n'y était pas avant. Donc, c'est souvent formalisé par une petite note qu'on évoque à l'oral. Et on attend quand même un petit peu de nous à ce moment-là de proposer des choses, c'est-à-dire de dire bah, j'ai été étonnée de ci, de ça, et donc dans le cadre de mon nouveau job, voilà ce que je propose. Donc c'est aussi un moment, une période assez charnière pour soi hein, en tant qu'individu dans une prise de poste, parce que ça c'est un peu la première exposition qu'on peut avoir dans la phase de recommandation. Donc c'est ça le rapport d'étonnement au bout de 3 mois. Merci pour ces précisions. Tu parlais de réussir sa première impression. Donc là, on est vraiment dans les premiers instants, voire la première journée, qui est source un peu, enfin voilà, ça me fait penser à la rentrée d'école, peut-être une insomnie avant, est-ce que je vais manger tout seul ou pas à la cantine, enfin toutes ces choses-là. Comment la réussir, sa première impression? Alors, effectivement, on dit qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression et mine de rien, c'est quand même assez vrai, on va pas se leurrer, hein. Alors, comment la réussir? Moi, je crois qu'il n'y a qu'une solution. Enfin, bon, là, je vais donner 2 conseils. Le premier, c'est quand même de rester soi-même parce que au final, on nous a recrutés pour qui on est. Hein. À un moment donné, on n'a pas enfilé, on n'a pas une cape, une épée et un masque à mettre. Finalement, se reconnecter à soi et être soi, ça va être la meilleure manière d'arriver à tenir dans la durée et de faire une bonne première impression de qui vous êtes. Par contre, ça se prépare. Ce qu'on fait souvent dans les accompagnements, c'est qu'on prépare un peu finalement le pitch, le fameux pitch ou l'elevator pitch. Qu'est-ce que je vais dire si on me dit, ah bah tiens, qui tu es? Est-ce que tu peux te présenter en 3 minutes? Ou quand on va me faire le tour de l'open space pour dire, et donc là, il y a Janine, là, il y a Michel, là, il y a Kevin, et que là, vous allez devoir prendre la parole pour vous présenter. Qu'est-ce qu'on dit? Et mine de rien, les premiers mots qu'on dit, ils sont importants. Donc, ça se prépare, ça. C'est ce fameux pitch, bah, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui dans cette entreprise. Et ça se prépare dans le sens où quelle est la trace qu'on veut laisser? Et c'est cette question qu'on pose en fait. Hein. J'aimerais bien que les gens, ils se disent quoi une fois qu'ils m'ont croisé 5 minutes le premier jour. J'aimerais bien qu'ils disent quoi de moi. C'est une question que je pose aux gens que j'accompagne. Donc, il y en a qui me disent, bah, j'aimerais bien qu'ils disent que j'ai de l'expérience, que je vais leur apporter des choses, que je suis professionnelle. J'aimerais bien qu'ils disent, j'aimerais bien travailler avec lui ou elle. Voilà, donc tout ça, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aimerais laisser comme trace? Qu'est-ce que j'aimerais que les gens se disent une fois qu'ils m'ont croisé le premier jour? Et on travaille à plusieurs niveaux. Il y a l'équipe, les gens que je vais croiser dans l'open space, et puis peut-être le premier rendez-vous que je vais avoir avec mon manager qui est souvent un petit peu plus formel, celui-là où j'ai pas 2-3 minutes, ou mon premier entretien RH. Ça se travaille quand même avant, juste de se poser la question, qu'est-ce que je veux laisser comme trace? Alors justement, est-ce qu'il y a des personnes clés au sein de l'entreprise ou de l'équipe où il faut tout de suite être proactif, aller les voir, ou on laisse faire les choses naturellement? Je pense que ça va dépendre des cultures d'entreprise et qu'il faut la décoder assez rapidement, en revanche, la culture d'entreprise. Ça m'amène à ça. Ce qui n'est pas hyper simple, mais une manière de décoder la culture d'entreprise, c'est, souvent les gens l'ont fait, on va évidemment voir le site internet, les valeurs, moi j'ai travaillé beaucoup sur les valeurs et les comportements qui est écrit derrière les valeurs sont essentiels à intégrer avant sa prise de poste. Et souvent, ça, on ne le regarde pas trop. On sait qu'il y a des valeurs d'entreprise, on sait qu'on a regardé le site, on sait ce que l'entreprise fait. Mais dans les valeurs, c'est vraiment un décryptage des comportements attendus dans l'entreprise. Donc, d'aller un peu s'imprégner de ça. Et puis, dans les personnes clés, il y a forcément très rapidement vos premiers cercles, c'est-à-dire votre manager et votre équipe. Ça va être souvent les personnes avec lesquelles il va falloir que ça fitte assez rapidement ou que ça fitte pas. Parce qu'à la limite, on a le droit de ne pas réussir non plus sa prise de poste. Dans le sens, on a le droit de se dire, et c'est fait pour ça, la période d'essai. Ben non, en fait. Ce poste, il n'est pas fait pour moi. Parce que la période d'essai, elle est certes pour l'entreprise, mais elle est aussi pour nous. Et il faut se le rappeler, ça. Elle est aussi pour l'individu. On a le droit de se dire, bah non, ça va pas. Je risque de me mettre dans un étau. Ça me correspond pas. Finalement, je croyais que c'était ça, c'est pas ça. Parce qu'il y a quand même un décalage hein, entre ce qu'on a projeté, le monde idéal, et puis la réalité. Toujours. Est-ce que ce décalage, il est OK? Ou est-ce que vraiment, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, ce que je m'étais imaginé?
Et à ce moment-là, c'est aussi nous d'être en capacité de se dire, pendant la période d'essai, je ne continuerai pas. Elle est vraiment pour les deux personnes. Donc, rapidement, d'aller décoder avec son manager, son équipe, comment ça fit. Quelques alliés, il y a souvent ses pairs aussi. Je pense aux personnes qui sont managers d'équipe, mais on a souvent des pairs managers ou d'autres équipes à côté de nous, en transversal, avec lesquelles on va travailler. Ceux-là, c'est des chouettes alliés dès le début. Ils ont la culture d'entreprise. Ils vont vous parler comme à un père, pas comme à un manager, pas comme quelqu'un de votre équipe. Donc, n'hésitez pas à les questionner, rencontrer des gens. Vraiment, au début, ça sert à ça. Et pour rapidement pouvoir décoder la culture d'entreprise et aussi se faire soi son idée. Est-ce que je vais être bien là? Est-ce que c'est vraiment là où je veux rester? Ouais, c'est super important, effectivement. Je pense de rappeler que c'est à double tranchant cette période d'essai et que c'est aussi aux salariés de voir si ça lui correspond ou pas. Il vaut mieux quitter quelqu'un avant de se marier vraiment avec lui qu'après 10 ans de mariage. Je pense que c'est 10 ans de mariage pas heureux, en tout cas. Est-ce que tu dirais qu'il y a une différence entre sur une prise de poste en tant que manager ou sur une prise de poste sur un poste voilà, plus opérationnel, sans responsabilité managériale? Je pense que dans tout ce que j'ai dit, à 90% des éléments partagés, non, il n'y en a pas de différence. Parce qu'il va falloir quand même quand on prend un poste opérationnel, souvent on intègre une équipe. Alors, à de très rares cas, il y a des gens qui sont tout seuls, qui n'intègrent pas d'équipe, ou peut-être d'ailleurs quand on est dans une structure plus petite, ce qui peut évidemment être le cas. Néanmoins, on va toujours quand même avoir un enjeu de liaison avec quelqu'un, que ce soit son manager, son RH. Voilà, on intègre quand même une entité, un environnement, une entreprise, quelle qu'elle soit, de petite taille, moyenne taille ou grande taille. De fait, on intègre donc un collectif et il y a un enjeu de s'insérer dans le collectif. Peut-être que l'enjeu managérial, il rajoute cette responsabilité de faire corps progressivement avec son équipe. Parce que mine de rien, votre équipe, c'est votre allié quand on est manager. Et donc, il faut quand même très rapidement décoder chaque individu dans l'équipe. Donc, de prendre le temps d'avoir un moment individuel, même si c'est juste 30 minutes, mais assez rapidement avec chaque membre de l'équipe pour bien sûr créer l'alliance et les connaître, mais aussi savoir ce qu'ils attendent, où ils en sont dans leur vie professionnelle, ce qu'ils attendent de leur manager. Moi, je sollicite souvent les personnes, les managers que j'accompagne à les questionner parce qu'on est souvent très clair sur ce que nous, on attend en tant que manager de la part de notre équipe. En tout cas, moi, je suis très claire sur comment je veux fonctionner en tant que manager. Mais c'est bien d'aller interroger les autres parce que tout le monde n'a pas le même fonctionnement. Et du coup, d'aller interroger son équipe sur et qu'est-ce que tu attends de ton manager, de quoi tu as besoin de la part de ton manager et d'être assez libre de dire ça, je peux te le donner ou je ne peux pas te le donner. Mais en tout cas, d'aller questionner et écouter. C'est ça peut-être sur la prise de poste managériale à la fois ça rajoute et à la fois avoir une équipe, c'est quand même un super allié qui peut vous décoder très rapidement la culture d'entreprise, les processus, mais qui je dois appeler quand je dois faire ça. Parfois, on en est vraiment à des choses très basiques de ah bah tiens, j'ai une note de frais. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Tout ça, votre équipe, votre assistante, votre manager va pouvoir vous aider. Donc, il y a un enjeu de faire corps très rapidement avec son équipe en tant que manager. Est-ce qu'il y a des choses à faire en amont, avant, entre cette période de fin de poste, de fin de chapitre dont tu parlais, et puis cette prise de poste? Parfois, on enchaîne très rapidement. Parfois, les gens prennent un mois de battement entre les deux, voire un peu plus. Donc, tout à l'heure, tu parlais effectivement de faire le deuil, en tout cas de clôturer ce chapitre. Ça, c'était important pour ensuite se projeter. Est-ce que néanmoins, il y a aussi d'autres choses à faire de manière proactive avant même la prise de poste ou pas nécessairement? Alors, il y a deux choses que tu as partagées. Le temps entre les deux enfin, entre finir finalement un chapitre de sa vie et ouvrir un nouveau chapitre. Alors, je sais bien que parfois on n'a pas le choix. Néanmoins, d'expérience, les gens qui enchaînent, c'est plus difficile pour eux. C'est-à-dire vraiment, j'ai terminé le vendredi dans ma précédente boîte et je commence le lundi dans ma nouvelle boîte. C'est normal que ce soit plus difficile parce que pour notre cerveau, c'est difficile quand même. Là, on va très très vite, on passe d'un environnement à un autre avec peu de pause pour son cerveau, pour son corps, pour ses émotions même, entre les deux. Donc, idéalement, si on peut se permettre d'avoir un petit battement, alors je ne parle pas forcément de mois, mais même d'une semaine, pour souffler, se poser, se redire, OK, ça c'est terminé, je suis prêt ou prête à accueillir ce qui va se produire dans ma vie, c'est toujours nécessaire. Tout comme prendre une semaine de vacances, c'est la même chose finalement dans notre vie. On dit, bah ouais, ça permet de prendre du recul, de se reposer, peut-être d'avoir des nouvelles idées, d'aborder plus sereinement la suite. Donc idéalement, c'est quand même mieux d'avoir un petit battement entre les deux, même si c'est pas toujours possible. Mais il y a aussi des gens qui se l'autorisent pas. Donc là, ça questionne. Qu'est-ce qui fait que je m'autorise pas à prendre ce temps entre les deux prises de poste? Et
Je pense que ça dépend vraiment. Je ne sais pas s'il y a des choses forcément à faire. Ça dépend de son état émotionnel, évidemment. Si on est quand même plus stressé, je pense que c'est quand même bien de se relister ses forces, ses ressources, comme je l'ai partagé, voire d'interroger d'autres personnes qui font partie de l'entreprise ou pas. Mais en même temps, je précipiterais peut-être pas allez vous renseigner tout de suite. Voilà, ça va arriver. Vous serez dans l'entreprise à un moment T. Voilà, il y a aussi ce qui doit arriver va arriver. Donc, se laisser le temps de vivre chaque étape, à la fois de fermer son chapitre, peut-être d'avoir un temps de décompression entre les deux et de vivre ce qui a arrivé. Maintenant, si on est trop stressé ou trop inquiet, on peut aussi préparer cette prise de poste avant, évidemment, avec l'aide extérieure ou pas, ou pour soi, comme je l'ai dit, avec quelques conseils. Est-ce que tu as des ressources à nous conseiller sur cette thématique? Alors, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle 90 jours pour réussir sa prise de poste de Michael Watkins. C'est aux éditions Pearson. C'est une édition particulièrement pragmatique. Après, ça donne une méthode en 10 points avec des exercices, des questionnaires. Je trouve qu'elle est assez facile, en fait, à s'approprier et permet du coup, préparer sa prise de poste voilà, assez sereinement, je dirais. Donc, je conseille cette ressource en livre. Super. Ben, merci beaucoup, Laurie, pour toutes ces informations sur ce sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver ou te suivre si on le souhaite? Alors, sur mon site internet, www.becoachedandsmile.com ou sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Laurie Mathieu, avec joie. Eh ben, merci encore, Laurie, et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, Clarence. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous.